Bonjour, nous commençons le dernier chapitre de ces cours, techniques quantitatives de planification. Et ce quatrième chapitre est consacré au modèle d'équilibre général calculable. Alors, que font ces modèles? Ces modèles cherchent en fait à établir un feedback entre la demande et l'offre. Et l'objectif qui est poursuivi ici, c'est d'endogénéiser à la fois les prix et les quantités. Si vous remarquez très bien, les quantités, les prix étaient exogènes dans les modèles que nous venons de voir. Et ici, on essaie de voir, de considérer, d'endogénéiser et de s'intéresser aux mécanismes de feedback dans le cadre de l'équilibre général. Et aussi, on considère ici la prise de décision, les processus de prise de décision par les agents économiques. Alors, ce qui fait que pour un modèle d'équilibre général calculable, ça c'est juste une présentation assez très simplifiée. Il faut commencer d'abord par spécifier les différents acteurs ou déterminer les différents acteurs dans l'économie. Et là, on a les ménages, nous avons les gouvernements, nous avons les entreprises, qui sont en fait des agents économiques dont les comportements est considéré dans la modélisation. Ensuite, il faut déterminer la motivation de chaque agent économique ou de chaque catégorie d'agents économiques. Nous le savons très bien, à partir de notre cours de microéconomie, nous savons que les firmes, ou peut-être d'abord les ménages, poursuivent l'objectif de maximiser l'utilité, alors que les firmes maximisent les profits ou alternativement, ils minimisent les coûts de production. Alors, une fois on a déterminé, on a décrit la motivation des agents économiques, on peut aussi spécifier la structure des interactions entre les différents agents économiques. Là, ceci revient à déterminer la structure institutionnelle dans laquelle les activités économiques ou les décisions économiques sont prises. Et ensuite, cette approche par les modèles d'équilibre général calculable va aboutir à la solution pour les différentes valeurs d'équilibre des variables endogènes. Comme nous allons voir, dans le développement de ce modèle, il y a des variables endogènes, mais également des variables exogènes et dans la solution de ce modèle. Alors, ces modèles permettent en fait de faire des simulations. Des simulations sur les fonctionnements de l'économie. Et ici, il s'agit bien sûr de l'économie du marché. De l'économie du marché. Et ensuite, les simulations arrivent ou aboutissent à des solutions ou à la solution des prix, concernant les prix, concernant les produits, concernant les taux d'échange, et ainsi de suite, et qui sont tels que les marchés bien sûr, tous les marchés sont équilibrés. Là, il s'agit évidemment des marchés dont il est question. Ici, il s'agit des 4 marchés traditionnels. Vous avez les marchés du travail, les marchés des biens et services, nous avons les marchés d'échange, il y a aussi les marchés monétaires et les marchés financiers. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut retenir ici, c'est d'abord que ces modèles s'appliquent aussi bien aux économies des marchés concurrentiels que aux économies qui sont caractérisées par la concurrence imparfaite. Et ces modèles sont mieux adaptés à la planification et à l'analyse des politiques dans les économies mixtes. Et comme vous le savez très bien, les économies en développement sont des économies mixtes, donc ces modèles d'équilibre général calculable est approprié comme un outil de planification et d'analyse des politiques dans le cadre des économies en développement. Alors, nous distinguons deux catégories
des modèles d'équilibre général calculable. Il y a les modèles qui sont dits néoclassiques structuralistes et c'est ceux qui sont appelés modèles macro-structuralistes. Donc, on va essayer de voir, expliquer ces termes, qu'est-ce que cela veut dire en fait lorsque nous parlons des modèles néoclassiques structuralistes ou macro-structuralistes. Alors, les modèles néoclassiques structuralistes, ce sont des modèles qui sont basés sur les aspects microéconomiques des pays en développement. Évidemment, ces modèles d'équilibre général peuvent s'appliquer à toute économie, mais ici, on veut mettre un peu l'accent sur les pays en voie de développement, pour bien dire. Là, on s'intéresse ainsi au problème d'allocation des ressources. Vous savez que l'allocation des ressources est un problème purement microéconomique. Et ce sont des problèmes qui sont au cœur des stratégies de développement dans ces pays en développement. Et les questions qui sont traitées dans ces modèles, ce sont des questions liées au taux d'échange, aux taxes, tarifs et subventions, etc. Et ce sont des questions qui affectent les prix relatifs et les interactions microéconomiques ainsi que l'allocation des ressources. Donc, vous savez très bien qu'en microéconomie, les prix, c'est en général, le prix constitue un mécanisme d'allocation des ressources, comme nous l'avons dit au tout premier chapitre de ces cours. Alors, ces modèles sont appelés classiques. Pourquoi? Parce que les fonctions d'offre et les fonctions de demande qui sont dérivées dans les développements de ces modèles dépendent de la maximisation des agents économiques ou de manière générale, de l'optimisation du comportement des agents économiques. Donc, c'est pour cette raison que ces modèles sont appelés néoclassiques. Mais ils sont appelés structuralistes. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de la flexibilité des prix, qui est une caractéristique importante du modèle néoclassique, est ici remplacée par l'hypothèse de la rigidité des prix. Donc là, on est presque, on emprunte un peu du keynésianisme, donc la propriété de la rigidité des prix. Donc, ces modèles néoclassiques et structuralistes sont premièrement classiques parce que les fonctions de demande et d'offre proviennent de l'optimisation, d'un processus d'optimisation des agents économiques et ils sont structuralistes parce que les prix sont considérés comme étant rigides et non flexibles. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les modèles macro-structuralistes. Et ceux-ci sont basés sur des relations macroéconomiques telles que la fonction d'épargne, la fonction d'investissement, la fonction de consommation. Et ces relations ne sont pas basées et n'ont pas nécessairement un fondement microéconomique. C'est-à-dire que ne sont pas des relations qui sont basées sur un processus d'optimisation sous contrainte, comme c'est le cas des modèles précédents, le modèle microéconomique. Et ici, ces modèles s'intéressent plus aux conséquences des déséquilibres macroéconomiques, notamment les déficits budgétaires, le déficit de l'avance des paiements, et ainsi de suite. Alors, on les appelle modèles macroéconomiques parce que de nature, ils sont macroéconomistes par nature. Mais on les appelle structuralistes, macroéconomiques et structuralistes, parce qu'ils permettent en fait aux variables nominales d'avoir un effet sur les variables réelles. Vous voyez, si vous suivez ça très bien, vous comprenez qu'on touche un peu à l'approche macroéconomique classique et à l'approche macroéconomique keynésienne. Donc, vous savez, dans l'analyse macroéconomique classique, il y a ce qu'on appelle la dichotomie classique, c'est-à-dire les variables nominales n'affectent pas les variables réelles. Ça, c'est la dichotomie classique. Mais pour les keynésiens, les variables nominales peuvent affecter les variables réelles. Donc, c'est ainsi que
ces modèles qui sont macroéconomiques, parce que par nature, ils sont macroéconomiques, mais ils sont structuralistes parce qu'on permet que les variables nominales, telles que les déficits budgétaires, le déficit du compte courant, puissent affecter des variables réelles telles que l'output, donc l'output, le PIB réel, et l'emploi, qui sont en fait des variables réelles. Alors, en d'autres termes, ces modèles ne retiennent pas l'hypothèse néoclassique de la neutralité entre les deux secteurs. Comme vous savez, les modèles néoclassiques disent clairement qu'il y a neutralité entre les secteurs réels et les secteurs nominaux. Par exemple, la monnaie n'affecte pas l'output. Ça, c'est ce qu'on appelle la neutralité de la monnaie. Alors ici, parce que ces modèles macro-structuralistes rejettent cette hypothèse classique, ainsi, l'équilibre va être réalisé à travers l'ajustement des quantités plutôt que l'ajustement des prix. Ça, ce sont des points très importants qu'il faut retenir. Alors, j'ai présenté ça très brièvement. Je vais illustrer les modèles d'équilibre général calculable dans cet exemple. Alors, on va considérer une économie très simple, une économie fermée très simple. Alors, pour construire un modèle d'équilibre général calculable, il y a des étapes qu'il faut retenir. Il faut respecter ces étapes. Premièrement, on doit d'abord avoir des équations qui représentent les comportements du ménage, ainsi que l'autre type de demande finale dans l'économie. On doit avoir des équations, des demandes d'input pour les entreprises. Alors, on a les inputs intermédiaires et les inputs primaires, hein, qui sont en fait les capitales et les travails. Ce sont des facteurs primaires, les inputs primaires, alors que les matières premières, ou je veux dire les échanges intermédiaires entre les secteurs, constituent les inputs intermédiaires. En plus, on doit avoir des équations qui déterminent les prix, hein, qui mettent en fait en relation les prix des différents biens et les coûts de production. Ensuite, on a besoin d'avoir une série d'équations d'équilibre pour les facteurs primaires et pour les commodités. Rappelez-vous, on a dit, ici, on parle d'un équilibre calculable et on va partir aussi des relations de la comptabilité nationale. Donc, on a besoin que l'équilibre soit établi. On a besoin en fait des conditions d'équilibre. Enfin, on a besoin des équations de la formation du revenu qui essaie d'expliquer comment les revenus est transformé en facteurs, plutôt les revenus nationaux est transformé en revenus des facteurs et les revenus des ménages. Alors, commençons par assurer cette procédure en commençant par la détermination ou les équations de la demande finale. Alors, nous allons ici considérer une économie où on a deux biens de consommation et nous avons un ménage représentatif qui a une fonction d'utilité de la forme Cobb-Douglas. Donc, fonction d'utilité de la forme Cobb-Douglas et qui maximise cette utilité sous contrainte de son revenu, étant donné les prix qui prévalent sur le marché. Alors ici, dans cette fonction d'utilité, X, I, F, donc c'est la consommation finale, consommation du bien I, et les PI, donc I allant de 1 à 2, représente les prix des biens, et Y représente en fait le revenu nominal du ménage. Alors, parce qu'il s'agit ici des modèles qui sont micro-structurels, donc néoclassiques structurels, on va déterminer les fonctions de demande en suivant les processus d'optimisation. Et lorsqu'on dit optimisation, il s'agit de résoudre les problèmes d'optimisation du consommateur ici. Et quand vous construisez votre Lagrangien, okay, vous passez par la construction du Lagrangien et vous déterminez la
quantité demandée pour le bien 1 et la quantité demandée pour le bien 2. Alors, ça c'est la détermination de fonction des demandes finales pour les ménages. Ensuite, ça c'est le premier agent économique, la première catégorie. Le deuxième agent, c'est l'entreprise. Donc, on veut maintenant voir on veut déterminer la demande des facteurs primaires et la demande des consommations intermédiaires pour les entreprises. Et on suppose ici que l'output de l'entreprise J est régi par une fonction comme Douglas. Vous savez bien, les exposants, ce sont les élasticités de l'output par rapport aux différents facteurs. Et vous voyez ici, on a mis c'est la production, la quantité de produit qui dépend des facteurs primaires. Alors, K et L sont des quantités représentant les stocks de capital et la quantité de la main-d'œuvre. Alors, les coûts total, parce qu'ici, les quantités, il n'y a pas que les facteurs primaires, mais il y a aussi les consommations intermédiaires. Donc, les coûts total d'une entreprise J est constitué de deux parties. Premièrement, les prix des consommations intermédiaires. Donc, c'est la première partie, les deux premiers termes de cette fonction. Et nous avons les coûts de facteurs des facteurs primaires, les travail et les capitales. Comme vous le savez bien, P1 c'est le prix des X et P2 les prix des X2, P1 les prix des X1. Et W, c'est le prix du travail, donc c'est les salaires, alors que R, c'est le prix du capital, qui est les taux d'intérêt. Alors, pour produire un niveau d'output déterminé, l'entreprise doit choisir un niveau d'usage d'input qui puisse maximiser les coûts totaux, plutôt qui puisse minimiser les coûts totaux. Donc, la quantité de consommation intermédiaire doit être tel que les coûts de l'entreprise est minimisé. Alors, on suppose ainsi, ici, à ce niveau, on suppose qu'il y a la possibilité de substitution entre les inputs primaires et les inputs intermédiaires. Alors, une hypothèse très importante qu'on fait ici, c'est que les inputs intermédiaires sont combinés en proportion fixe. Là, c'est l'hypothèse que nous avons utilisée au chapitre 2 et au chapitre 3, lorsque nous avons étudié les modèles input-output et les modèles basés sur la matrice de comptabilité sociale. Et cette hypothèse implique donc des rendements d'échelle constants. Et en plus, ça ne permet pas, cette hypothèse ne permet pas de substituer entre les inputs. Ainsi, la fonction de demande des biens, et on va distinguer ici la fonction de demande des biens intermédiaires pour chaque entreprise et la fonction de demande des biens, plutôt la consommation, la fonction de demande des facteurs de production. Alors, pour les facteurs, la consommation ou les inputs intermédiaires, ici on se réfère ainsi à la matrice de comptabilité, à la matrice input-output. X, Y, J représente la quantité d'input du secteur I qui sont utilisés dans la production de l'output du secteur J. Ou autrement, de manière alternative, c'est la quantité d'input que l'entreprise J commande auprès de l'entreprise le secteur J commande auprès du secteur I pour produire son output. Et à partir d'ici, comme vous le savez, à partir du chapitre 2, nous avions calculé les coefficients techniques. Donc, on peut trouver les coefficients techniques et utiliser la formule ici. Donc, c'est la quantité intermédiaire, d'input intermédiaire qui sont utilisés dans la fabrication, dans la production d'une unité d'output du secteur J. Alors, parce que nous avons deux facteurs de production, nous avons deux secteurs de la production, nous allons trouver en fait les outputs intermédiaires et on peut écrire cela de manière explicite de la manière suivante. Ça, c'est l'output. Nous avons deux secteurs de production qui interagissent. Alors, nous avons les formules
pour les outputs, plutôt les demandes des biens intermédiaires pour chaque secteur. Par exemple, X11, c'est la demande des biens, des inputs du secteur 1 par le secteur 1. Et X21, par exemple, c'est la demande du bien de l'entreprise numéro 2, donc du deuxième secteur, qui est adressée, la demande des biens du secteur 2 par le secteur 1. Alors, ça c'est pour les facteurs intermédiaires. Maintenant, pour les facteurs primaires, c'est-à-dire les travail et les capital, on va supposer que ces facteurs-là dépendent, la demande de ces facteurs dépend des prix relatifs. Et par conséquent, ils sont substituables. Alors, le choix de ces facteurs primaires est indépendant du choix de facteurs de consommation intermédiaire. Par conséquent, dans la fonction d'écoute, les choix de la main-d'œuvre et du travail va minimiser la deuxième composante de la fonction d'écoute, la deuxième composante qui ne contient que les facteurs primaires. Donc, c'est la composante WLJ plus RKJ. Alors, en résolvant les problèmes de la minimisation d'écoute par l'entreprise J, nous arrivons à la fonction des demandes du travail, qui est voici, et la fonction des demandes du capital. Donc, que nous pouvons explicitement exprimer de la manière suivante en considérant les deux secteurs qui sont dans l'économie. L1 et K1, ce sont les fonctions des demandes du travail et du capital par le secteur numéro 1, disons par exemple l'agriculture, et L2 et K2 représentent les fonctions de demande du travail et du capital par le deuxième secteur qui peut être considéré ici comme la manufacture, par exemple. Alors là, nous avons exprimé, premièrement, les fonctions de demande finale pour les ménages, la demande du bien X1, la demande du bien X2 par les ménages, et ensuite nous avons représenté la demande intermédiaire ou les demandes intermédiaires des deux secteurs pour les deux types de biens qui sont dans l'économie. Maintenant, nous déterminons la demande des deux secteurs d'activité en termes de facteurs de production ou les facteurs primaires, c'est-à-dire les travail et les capitales. Alors, une fois que nous avons exprimé ces demandes, on peut passer à l'étape suivante, c'est l'étape de déterminer les prix. Les prix, les équations des prix. Alors, comment est-ce que nous trouvons ces équations des prix? C'est tout simplement en divisant la quantité demandée ou la demande du travail, la demande du capital par l'output. Cela nous donne en fait la demande du travail et du capital par unité d'output. C'est ce qui nous donne les prix, la demande on a la demande du travail et du capital par unité d'output. Donc, c'est les équations que nous avons ici, qu'on a tout simplement divisé par les niveaux d'output pour chaque secteur. Alors, là, c'est après avoir déterminé en fait les prix des facteurs primaires et des consommations intermédiaires, nous pouvons définir les prix unitaires de la production, ou les prix unitaires de production, qui est tout simplement obtenu en divisant les coûts total par l'output total. Et cela nous donne en fait l'équation suivante, P1 pour le premier secteur et P2 pour le deuxième secteur. Rappelez-vous, L1, L2, on venait, et L1 K1, L2 K2, on venait juste de trouver cela. Ainsi, on peut écrire l'équation en son extension totale, l'expansion de l'équation, en remplaçant dans ces deux formules les valeurs de L1, L2
K1 et K2 pour obtenir ces deux équations. Ça, c'est l'équation pour les prix du bien dans les prix dans le secteur 1 et P2, c'est les prix dans le deuxième secteur. Alors, une fois que nous avons déterminé ces différentes équations, nous pouvons nous intéresser maintenant à l'équilibre. L'équilibre du marché, pourquoi? Parce que nous parlons bien sûr d'un modèle d'équilibre général, bien sûr, calculable. Alors, les équations d'équilibre consistent tout simplement à égaliser l'offre et la demande. C'est ça l'équilibre. Alors, comme la demande comprend aussi bien les biens, les inputs primaires que les inputs que la demande finale, alors les équations d'équilibre s'écrivent de la manière suivante. L'équilibre pour le secteur 1, donc on doit avoir l'offre qui est égale à la demande. X1 c'est l'offre, ok? Et cette offre est égale à, doit être égale, parce que nous sommes en équilibre, à l'offre, à la demande plutôt, du secteur, la demande totale adressée au secteur 1, premièrement, qui est en fait décomposée en deux. La première partie, les deux premiers termes représentent la demande des biens intermédiaires adressée au secteur 1. Et puis nous avons également la demande finale X1F qui est adressée au premier secteur et nous faisons le même raisonnement pour les deuxièmes secteurs. Alors, c'est l'équilibre au niveau du marché des biens. Et puis, au niveau du marché des facteurs, on doit trouver l'équilibre entre la quantité demandée et la quantité offerte des facteurs primaires. Ainsi, pour les travail, l'offre du travail qui est égale à L doit être égale à la demande du travail, qui est la somme de la demande du travail du premier secteur et du deuxième secteur. Et on fait le même raisonnement pour le facteur capital. Alors, ensuite, nous devons avoir l'équation de la formation du revenu. Et on va tout simplement ici indiquer que le revenu national, qui est égal au PIB, c'est en fait les revenus, c'est la somme des revenus payés aux facteurs. WL plus LK, ça nous donne le PIB pour les revenus de l'économie. Alors, ça, c'est en fait la dernière équation de ce modèle. Rappelez-vous, c'est un modèle tout à fait très simple, mais qui vous permet de comprendre des modèles un peu plus élaborés. Alors, ou avec des fonctions de production et des fonctions d'utilité un peu plus complexes. Nous avons utilisé les cas les plus simples, les cas de la fonction Cobb-Douglas. Alors, cette équation, la dernière, transforme en fait les revenus des facteurs en revenus institutionnels. Les institutions, nous avons aussi les entreprises, nous avons également les ménages. Alors, comme nous avons un modèle avec un seul ménage, donc on va se dire que c'est ce ménage-là qui reçoit à la fois les revenus du travail et les revenus du capital. Alors, après avoir défini toutes les équations du modèle, il faut résoudre le modèle. Il faut trouver la solution du modèle. Alors, la solution du modèle consiste en fait, premièrement, à déterminer elle consiste à déterminer les valeurs d'équilibre des différentes valeurs, des différentes variables. Vous avez vu différentes variables que nous avons là-bas dans les développements. Nous avons la quantité de travail, nous avons la quantité de biens intermédiaires, le volume du capital, tout ça. Donc, la solution consiste en fait à déterminer ces valeurs-là. Alors, mais pour y parvenir, nous devons passer premièrement par une normalisation, ensuite par la fermeture du modèle. Lorsque nous disons normalisation, cela consiste tout simplement à choisir parmi les prix un prix qui va servir de numéraire. Rappelez-vous, nous avons 4 prix dans ce modèle. Nous avons les prix du bien X1, les prix de X1, les prix de X2, nous avons les prix du capital et également les prix du travail. Donc,
normaliser consiste à choisir l'un de ces prix comme étant numéraire. Alors, parce que dans les modèles néoclassiques, on suppose la neutralité entre les secteurs nominaux et les secteurs réels. Ici, ce qui compte, c'est seulement les prix relatifs. Alors, la deuxième chose, c'est fermer les modèles. Lorsqu'on dit fermer les modèles, c'est les rendre faciles à résoudre ou les rendre solubles, si on peut dire. Non, pas solubles, sinon on va parler de l'eau. Non, c'est euh, les rendre possibles à une solution. Alors, la solution du modèle ici requiert tout simplement que le nombre d'équations indépendantes soit égal au nombre de variables. Ça, c'est une condition mathématique assez simple. Et si les modèles ne se prêtent pas à cette condition, alors il faut trouver les moyens que ces modèles puissent satisfaire cette condition. C'est ce qu'on appelle la fermeture du modèle. Alors, si nous regardons ces modèles, si vous pouvez tourner pour compter, il y a au total 23 variables. Mais on n'a que 21 équations dans les modèles. Donc, vous comprenez déjà que le nombre d'équations n'est pas égal au nombre de variables. Et par conséquent, pour fermer les modèles, on doit considérer que 2 de ces 23 variables sont exogènes ou sont déterminées de façon exogène. Alors, dans ces cas-là, nous allons rester avec 21 variables endogènes pour 21 équations. C'est la seule façon de fermer ces modèles. Et pour fermer ces modèles, on considère généralement que l'offre du travail, il y a plusieurs possibilités. Mais ici, on va considérer deux possibilités. On considère que l'offre du travail et les capitales sont exogènes. Alors, dans ces cas-là, si nous pouvons considérer les capitales et les travail comme des variables exogènes plutôt qu'endogènes, là, on va rester avec 21 équations et 21 variables pour résoudre. Alors, mais on peut aussi considérer que les salaires et les taux d'intérêt sont exogènes, étant donné les caractéristiques des économies en développement. Et l'objectif ici, c'est de fermer le modèle, arriver à avoir un modèle dans lequel le nombre de variables à déterminer est égal au nombre d'équations. Alors, dans ces cas-là, on aura une solution du modèle pour chaque valeur supposée des variables exogènes. C'est-à-dire, on se dit, et c'est ce qu'on appelle les simulations. Les différentes valeurs sont appelées les simulations. Et on peut simuler les modèles pour les valeurs des outputs sectoriels, d'emploi, des revenus, des ménages, pour les différentes valeurs des variables qu'on a maintenues comme étant exogènes. Alors, parlons enfin de l'usage d'utilisation des modèles d'équilibre général calculable. Alors, premièrement, il faut remarquer, vous rappeler, que les modèles input-output ainsi que d'autres modèles sectoriels ne captent pas les relations, ne captent que les relations quantitatives et ils apparaissent plus appropriés pour des économies centralisées, pour la planification dans ces économies-là. Mais par contre, les modèles d'équilibre général calculable est approprié pour les économies non planifiées et ces modèles sont en mesure d'incorporer les mécanismes des marchés ainsi que les instruments des politiques qui fonctionnent à travers les incitations des prix. Comme vous savez, les prix constituent une motivation importante dans l'activité économique pour les économies des marchés. Alors, ces modèles, dont les modèles d'équilibre général calculable, sont à la mode dans la plupart des pays en développement. Parce que ces pays fonctionnent généralement dans des structures d'économie mixte. Alors, on les utilise beaucoup pour ces cas d'économie en développement. On les utilise pour résoudre un certain nombre de problèmes ou traiter un certain nombre de sujets pour tirer les implications. Donc, le modèle est utilisé pour tirer des implications en termes de politique de développement
en termes de politique et de planification. Alors, quelles sont les différentes approches ou les différentes utilisations ou les différentes questions qui sont traitées à partir de ces modèles? C'est par exemple des questions liées à la politique fiscale. On peut parler, voir l'impact des taxes directes pour la consommation, par exemple. On peut s'intéresser au choix des stratégies d'échange et, par exemple, faire les choix entre la subvention à l'importation ou faire l'industrialisation orientée vers les exportations. On peut également analyser des questions liées à la distribution des revenus, l'ajustement structurel au choc externe, à la croissance à long terme et au changement structurel dans les pays en développement. Voilà un certain nombre de questions que l'on peut utiliser, que l'on peut traiter en utilisant les modèles d'équilibre général calculable. Alors, ça c'est une présentation assez simple, mais nous allons considérer une illustration qui ne sera peut-être pas basée sur une fonction Cobb-Douglas telle que nous avons fait ici. Ça peut utiliser un modèle un peu plus avancé par rapport à ces petits modèles qui permettent juste de comprendre les concepts même du modèle d'équilibre général calculable. Retenez qu'il y a d'abord les intervenants, donc les agents économiques, pour lesquels on doit décrire les comportements et pour lesquels on doit décrire les interactions sur le marché en définissant l'équilibre. Et dans ces processus, il y a des variables qu'on va définir, des variables et des équations, et on doit résoudre ces modèles d'équilibre général calculable en considérant les conditions d'équilibre sur les différents marchés qui sont impliqués dans l'analyse. Donc voilà, ce qui reste à faire, c'est une illustration qu'on va faire très prochainement. Et pour l'instant, je vous quitte ici et c'est la dernière vidéo que j'ai fait pour ces cours, les cours de TQP. Et je crois que vous allez me faire connaître vos préoccupations lorsque nous allons faire la séance sur vidéoconférence. Au revoir. Bye.